tous, nous allons aujourd'hui parler du film Netflix Mank, réalisé par David Fincher, et avec dans les rôles principaux Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins et Charles Dance. Voilà, petit pitch de rigueur, Herman Mankiewicz, scénariste réputé et au comportement autodestructeur, se voit chargé par Orson Welles de lui écrire son fameux Citizen Kane. Alors le film évoque les conflits du personnage avec le Hollywood des années 30-40 ainsi que ses sources d'inspiration. Bon, on peut le dire, il s'agit d'un biopic partiel. Alors je vais y aller en mode bourrin. Premièrement, est-ce que Mank est un film aussi magnifique qu'on l'entend dire? La réponse est oui. Deuxièmement, est-ce que Mank est un très bon film? La réponse est non. Voilà, je vous avais dit que j'attaquais en mode bourrin, c'est fait. Bon, maintenant on va un peu développer tout ça. Alors soyons clairs, j'ai toujours aimé David Fincher dès son premier film. Il faut savoir qu'il vient de la pub, où il avait réalisé des spots vraiment qui ont marqué les États-Unis, donc il avait déjà une belle clé d'entrée pour se lancer dans un long métrage. Ce fut chose faite donc avec Alien 3 en 92, alors long métrage pendant lequel il a beaucoup souffert, qu'il renie d'ailleurs aujourd'hui, mais qui, je trouve, prenait une tournure intéressante déjà en tant que film par rapport à la saga Alien, prenait un virage qui moi me plaisait, un côté très sombre, très glauque, beaucoup plus que dans le deuxième opus de James Cameron, et il y a des moments de mise en scène vraiment magnifiques, voilà. Donc même si la version longue donne un petit peu à voir ce qu'on aurait pu avoir comme résultat final, tel quel, le film déjà m'avait bien marqué, je me suis dit ça c'est un mec quand même à suivre. 3 ans plus tard, donc, il nous sort Seven, et qui pour moi d'ailleurs, 25 ans après, reste son meilleur film. Il fait partie de ces rares films déjà où bon, la mise en scène sublime de Fincher épouse parfaitement son sujet. Voilà, elle se comment dirais-je, elle est aussi glauque que son sujet. Il y a une photo de Darius Khondji absolument magnifique, qui est vraiment, on a l'impression que le film sort des années 70. Voilà, beaucoup de scènes nocturnes comme ça, enfin toute cette ambiance bien glauque m'a plu. C'est rare, mais c'est un film qui a vraiment provoqué quelque chose de sensoriel. Je me souviens d'avoir vu ça dans une salle pleine, en plein été je crois, il faisait très chaud. Il n'y avait pas un bruit dans la salle, quoi. Les gens étaient vraiment captés par le film, et très honnêtement, j'ai passé le dernier quart d'heure à serrer mes accoudoirs comme un taré, parce que j'étais vraiment dedans à fond, quoi. Donc ça, Seven pour moi, c'est vraiment... c'est le top. Voilà. Bon, 2 ans plus tard, donc comme pour se sortir de cet univers un peu glauque et s'aérer un peu, David Fincher réalise The Game. Alors The Game, c'est pas le film que je préfère de Fincher, c'est un film effectivement en comparaison avec Seven est beaucoup plus léger. Alors c'est un pitch assez improbable de série B. Dans ma bouche, elle est absolument péjoratif, ceux qui me suivent le savent. Mais voilà, et avec sa mise en scène au cordeau, il arrive à en faire quelque chose d'un peu mieux. Au final, on a quand même The Game est un divertissement haut de gamme, et franchement, c'est déjà pas si mal. Avec un excellent Michael Douglas dedans, ça vaut quand même le coup. C'est très au-dessus de la plupart des productions lambda de l'époque, quand même. 2 ans plus tard, 99, Fight Club évidemment, Fight Club qui a défrayé un peu la chronique, surtout outre-Atlantique, où d'ailleurs il va pas très bien fonctionner, c'est un film qui a bien démarré la première semaine, et puis après, à cause des polémiques sans doute, le film a un peu disparu des écrans. En France, il a plutôt bien marché, partout en Europe d'ailleurs. Voilà, donc moi j'adore ce film, c'est vraiment le film, je pense, dans lequel il se lâche le plus au niveau... expérimentation. Le film est également bien barré dans son scénario, et les deux ensemble, je trouve que ça match vachement bien. Voilà. C'est un film, désolé pour le cliché, que je qualifierais de jouissif. Moi je l'ai vu comme une comédie noire, et malheureusement il y a une partie de la critique, j'y reviendrai tout à l'heure, qui n'y a vu qu'une sorte de manifeste crypto-fasciste. On a le droit d'être en désaccord avec ça. Moi j'ai vu effectivement un film, un brin provocateur, frais, voilà, qui a amené quelque chose de vraiment nouveau et frais. 2002, bon, on dirait que ça commence à devenir un système chez Fincher, un film personnel, un film commercial. Il fait Panic Room, qui m'a pas laissé un grand souvenir. Cette fois, la mécanique du grand metteur en scène qu'est Fincher, et qui essaye de niveler par le haut un film finalement au pitch assez lambda, ne fonctionne pas. Je suis désolé, on a affaire à un home invasion
finalement très classique, avec, agrémenté de la présence de cette fameuse panic room, mais ça ne prend pas, et ce qui est assez gênant, c'est qu'on a l'impression que le film et la mise en scène de Fincher font bande à part, quoi. Alors voilà, le film raconte son histoire, et pendant ce temps-là, Fincher nous montre qu'il sait mettre en scène et qu'il sait s'amuser, mais ça ne rend pas service au film. Voilà, j'ai quand même souvenir, pour parler de mise en scène ostentatoire, j'ai le souvenir d'un travelling qui explore une cuisine et qui passe par l'anse d'une tasse de café et continue son chemin. Excusez-moi, là on touche quand même un petit peu à ce que j'appellerais de la branlette. Ensuite vient Zodiac en 2007, 5 ans entre les deux quand même. À noter que voilà, Fincher est un cinéaste qui prend au fil des ans de plus en plus de temps pour ses projets, surtout pour les 2 derniers films. Bref, et il nous sort ce qui est pour beaucoup son meilleur film, Zodiac, en 2007, donc avec Robert Downey Jr. et Jack Gyllenhaal. Alors, je fais mon mea culpa, je suis passé à côté de ce film. Voilà, je suis persuadé que c'est un grand film, voire un chef-d'œuvre, mais voilà, j'étais pas dans l'ambiance, j'ai trouvé que le film était un chouïa trop long. Il est assez long du reste, je crois qu'il fait près de 3h15, voilà. Je suis passé à côté, j'étais pas dedans. Et le pire, c'est que, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fini de visionner sa série, son excellente série Mindhunter, que je vous recommande, et puis si vous ne l'avez pas déjà vue, qui est assez fascinante, et qui m'a fait du coup penser effectivement à des choses que j'avais vues dans Zodiac. Donc vraiment, il faut que je le revoie. Voilà, donc restez sur vos acquis. Moi, je peux pas me prononcer, mais je pense que Zodiac est un grand film. 2008-2009, il réalise L'étrange histoire de Benjamin Button, alors qui est peut-être son film le plus accessible, le plus grand public. Ça se voit bien, je veux dire, les 2h30 sont très vite passées, l'histoire est plaisante, mais le pitch un peu, qui est ouvertement fantastique, avec ce personnage qui naît vieillard et qui rajeunit au fil des ans, pas forcément très bien développé. C'est-à-dire qu'au final, on a le parcours d'un homme, quoi, mais à travers les siècles, mais à travers son époque, je veux dire, mais voilà, on regarde ça, et puis au final, on se dit, mais pourquoi tu as voulu nous raconter cette histoire? Ça m'échappe encore aujourd'hui, même si, je le répète, le film est toujours magnifiquement mis en scène, et très plaisant à regarder. Voilà, j'ai pas compris. Bon, ensuite, alors il va réaliser Social Network en 2010, je crois. Alors on a tout lu, tout entendu sur Social Network, c'est un chef-d'œuvre, c'est magnifiquement écrit par Aaron Sorkin, c'est extraordinaire, etc. Ça m'est passé à 15 000 au-dessus de la tête. Alors pour une raison simple, c'est que déjà je me fous totalement de son sujet, je me fous de Facebook, je me fous de Mark Zuckerberg et de la façon dont Facebook a été créé. Et à l'époque vraiment, on était peut-être un peu plus concerné par ce réseau social qui périclite un peu, et puis bon, voilà, ce chef-d'œuvre visionnaire, moderne, comme certains l'ont appelé. 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en reste? Je pense pas grand-chose, surtout quand on constate aujourd'hui ce qui est devenu Mark Zuckerberg aux yeux des gens. Je suis pas sûr que le film vieillisse très bien par rapport à ça, en tout cas. Voilà, donc pour moi, je devais pas être le public. Dans la foulée, autre déception, Millennium, enfin la version américaine de Millennium. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il s'agit du remake du film suédois réalisé 3 ans plus tôt? J'en sais rien. Est-ce qu'il a vraiment adapté le bouquin à sa sauce? J'en sais rien. Le fait est qu'en l'état, les 2 films sont quasi jumeaux, et malheureusement la version Fincher ne l'emporte pas, parce qu'il y manque la rugosité présente dans la version suédoise, qui avait un côté beaucoup plus trash, plus dérangeante. Là, le problème, c'est qu'il y a voilà, comme d'habitude, c'est très beau, comme d'habitude, Fincher utilise son cinémascope de façon formidable, mais là, l'objet final est un peu sans âme, un petit peu froid, un petit peu glacé, un petit peu trop propre quelque part, à l'instar de son générique, qui m'a tout de suite dérangé, moi, ce générique façon James Bond, créé d'ailleurs par les gens qui s'occupent des génériques des James Bond récents. Je me dis, mais dans quoi on s'embarque? Enfin, j'ai trouvé que c'était totalement inutile, et je suis encore très étonné aujourd'hui que Fincher ait accepté de remaker un film pour les Américains. Voilà. C'est étonnant en tout cas de la part d'un grand cinéaste comme ça de se livrer à ce truc un peu inutile et voilà, sans but, je comprends pas trop. Enfin bref. Bon, 2014, Gone Girl. Ah là, il revient un petit peu aux affaires, comme j'aime.
C'est un de mes films préférés de Fincher, peut-être le deuxième, après Seven, parce que là pour le coup, effectivement, le match entre mise en scène et histoire se fait magnifiquement bien. Euh, on sent vraiment qu'il y a une maîtrise de plus en plus totale de son cadre, c'est fabuleux, quoi. Il y a une espèce de méticulosité, de sens du détail, qui pourrait peut-être, selon certains, le rapprocher d'un Kubrick, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne bien avec ce pitch très franchement improbable, hein, pour ceux qui l'ont vu, tiré d'un bouquin d'ailleurs, dont le scénario est tiré d'un bouquin pas terrible, il paraît. Bon, Fincher traite l'aspect thriller de cette histoire, mais voilà, ce qui est jouissif, c'est qu'effectivement, c'est une entreprise de démolition de l'image parfaite du couple modèle américain. Et c'est cette partie-là qui rend le film fascinant sur ces 2h35. Voilà, c'est un grand plaisir que Gone Girl pour moi en tout cas, voilà. Bon, cette énumération, l'avantage c'est qu'il n'a pas fait beaucoup de films, hein, comme vous le voyez, mais c'est une énumération pourrait vous dire que le bilan va être un peu en demi-teinte par rapport à ce que je vous ai raconté, mais en fait non, parce que même dans ces films les plus mineurs, allez, on va dire, même dans Panic Room, il y a quand même des grands moments de mise en scène à l'intérieur. Quant aux autres films, bon, il y en a encore plus, bien évidemment. Et Fincher, je me rends compte d'un truc aussi, hein, j'ai vu tous ces films, et puis j'irai voir les prochains. Voilà, pour moi, il rentre dans la catégorie de ces réalisateurs-auteurs qui mécaniquement me donnent envie d'aller voir leur film, parce qu'à chaque fois, vraiment, ils tirent leur projet vers le haut. Je le range dans la catégorie, voilà, des Ridley Scott, qui est plus, lui, pour le coup, qui a une approche plus pragmatique du cinéma, mais voilà, qui a 83 ans, comme arrive toujours à apporter quelque chose à des projets, au scénario pas forcément transcendant. Voilà, je le mettrai aussi dans la catégorie des Scorsese, puisque Scorsese, je vais voir ses films également. De Palma, à l'époque où il tournait encore, c'était pareil. Donc voilà, pour moi, c'est un grand du métier, il n'y a pas photo. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par parler de la forme. Alors, comme vous le savez tous probablement, Manque est un film en noir et blanc. Et on peut se poser la question, pourquoi le film est-il en noir et blanc? Alors la plupart des gens spontanément vont dire bah ouais, mais c'est parce que bon, ça se passe dans les années 30, 40, donc c'est pour rendre hommage, etc. Bon, je peux entendre l'argument, d'autant plus que d'autres l'ont fait avant lui, voilà, Scorsese pour Raging Bull par exemple, et ça donnait vraiment un noir et blanc magnifique. En plus, le son du film est en mono. Ça c'est également voulu par Fincher, qui voulait effectivement avoir le même son que les films de l'époque. Donc là on commence à se dire quand même qu'on est dans un truc à la Dogma, façon Lars von Trier, le gars veut vraiment faire un film façon années 40, avec un cahier des charges précis, voilà. Sauf que le film démarre et il est en cinémascope rutilant. Et là il y a quand même un problème les amis, parce que le cinémascope n'est apparu qu'en 1950, avec le film d'ailleurs La Tunique de Henri Koster, hein, un péplum tout à fait consommable. Mais avant ce film, tous les films réalisés en Europe, aux États-Unis, enfin partout dans le monde, étaient en format 1.33. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le format carré. Mais carré quoi, hein, pas rectangulaire comme vos télé actuelles, carré, comme les vieilles télévisions. Voilà, tout était comme ça. Donc d'emblée, on se prend un cinémascope dans la face, on se dit là il y a un truc qui est plus en accord avec ce que Fincher est censé vouloir épouser comme contrainte technique. Bon. En plus, la photo du film est absolument magnifique, les lumières sont exceptionnelles, enfin. Et ça pareil, ça sort le film effectivement de l'époque qui est visée, parce que je suis désolé, mais dans les années 30-40, il y a des grands films, mais généralement, ces derniers brillent plus par leur scénario, par l'interprétation, parfois par leur mise en scène, hein, parce qu'il n'y avait pas forcément voilà, de mise en scène très marquée. Citizen Kane, dont on parle dans le film d'ailleurs, c'est un exemple de film où il a une mise en scène très marquée. Mais voilà, mais l'aspect technique des films, leur facture visuelle n'était pas forcément géniale, hein, pour la plupart. Donc là, voilà, cette technique de haute volée nous éloigne encore un peu plus de ce que Fincher veut nous faire passer, visiblement. Et en plus, il rajoute les fameuses brûlures de cigarettes, ces petites marques rondes, vous savez, qui apparaissaient dans les vieux films, en haut à droite de l'image, pour signifier aux projectionnistes qu'il fallait changer la bobine. Voilà, et donc tout ça, mis bout à bout, on se dit que finalement, ce ne sont que des petites coquetteries. Parce qu'au final, Fincher utilise son format de prédilection, le scope, et puis Fincher fait du Fincher, quoi. À savoir un film très beau, oui, parce que effectivement, Manque est très beau.
Bon, attaquons le fond. Est-ce que l'histoire de Herman Mankiewicz, mon grand frère de Joseph Mankiewicz, qui va devenir un grand réalisateur, telle qu'elle nous est racontée dans le film, vaut-elle le coup? Bah écoutez, pour moi la réponse est non. Voilà, et pourtant je pense que, à travers ce personnage haut en couleur, sans jeu de mots, voilà, alcoolo, joueur invétéré, très cynique, il y avait matière, je pense, à raconter une histoire pleine de vie, drôle, très acerbe quant aux mœurs de l'Hollywood des années 40 et 30. Et non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus j'ai rien appris de saillant concernant le personnage. Voilà, ses motivations, ce qui l'anime, non, à aucun moment j'ai compris vraiment le personnage. À titre d'exemple, je me suis beaucoup plus passionné pour le biopic consacré à Dalton Trumbo, sorti il y a 4-5 ans avec Bryan Cranston dans le rôle titre, parce que j'y ai appris plein de choses, parce que et ça parle enfin, du macartisme, ça parle des problèmes de Trumbo, de son séjour en prison, enfin, il s'y passe des choses, et je trouve que le personnage est mieux abordé. Et pourtant, vous voyez, c'est un film qui est en couleur, dont la mise en scène m'a pas spécialement marqué, mais voilà, ce qu'il raconte est vraiment très puissant, donc j'ai été pris par ce film, malheureusement pas par manque. Je pense que la principale erreur de Fincher, c'est de confondre les films des années 30-40 avec la vraie vie des gens pendant les années 30-40. Voilà. C'est-à-dire que dans son film, effectivement, tout le monde parle un langage châtié, poli, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de vulgarité, à exception faite d'une scène où Gary Oldman lâche un petit vomito pendant un dîner mondain, il n'y a pas de nudité. Alors quand il est au pic de sa subversion, le film arrive à être un peu spirituel et sarcastique par moments, mais pas beaucoup plus. On a l'impression que Fincher, effectivement, tourne également son film et fait jouer ses personnages comme s'ils sortaient d'un film de l'époque. Alors vous allez me dire, mais c'est voulu, c'est un parti pris, évidemment, oui. C'est comme si c'était un parti pris, comme s'il avait voulu tourner avec les impératifs de censure de l'époque, etc. Bah, j'y crois pas une seconde. Mais admettons que ce soit ça, et ben, le résultat, au final, est assez peu probant. Parce qu'au final, on a un film sans aspérité, lisse. Pour vous sortir une expression en ringard 2000 de vieux, ça glisse comme un paix sur une toile cirée. Voilà. Et pour parler plus de jeunes, je dirais que très rapidement, on s'en balèque. Et même Gary Oldman, vous voyez, qui est très sobre dans le rôle, sans jeu de mots. Voilà, parce que effectivement, pareil, il est dans une représentation visuelle très raisonnable de l'alcoolisme mondain, quand même, globalement. Donc c'est très louable, hein. Je veux dire, on ne peut féliciter les acteurs de ne pas tomber dans le piège du rôle à Oscar, parce qu'effectivement, tout dans le rôle pouvait prêter à une performance, on va dire, over the top. Non. Mais le problème, c'est que cette sobriété, elle enfonce davantage le film dans son statut d'objet inerte. Voyez par opposition ce qu'a fait Ryan Murphy avec sa série Hollywood, actuellement sur Netflix. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la série, ce qui est intéressant, c'est qu'il juxtapose effectivement le clinquant, le côté sexy du cinéma d'après-guerre, et la vie sordide de jeunes aspirants comédiens qui vont être obligés, pour certains, de se prostituer, pour d'autres d'accepter des chantages sexuels, enfin, c'est bien sordide, et du coup, le contraste est saisissant. On a l'impression de découvrir un monde comme si on nous l'avait jamais montré, comme si on regardait par le trou de la serrure, parce qu'on a l'impression que jusque-là, c'était secret. Parce que tous les films qui parlent de l'âge d'or d'Hollywood ont tendance, effectivement, à faire parler leurs personnages de façon très polie, ils sont tous sapés, tirés à 4 épingles. Ils ont l'air de sortir d'un film de Richard Thorpe, mais c'était pas ça la vraie vie. Donc je pense qu'effectivement, la vraie vie était davantage je pense que ce que montre Ryan Murphy dans sa série est beaucoup plus proche de la réalité, quoi. Enfin, mais soyons honnêtes, je reconnais ne pas m'être emmerdé pendant le film, qui dure quand même 2h12 et qui sont passés avec pas mal de fluidité, je l'admets. Mais attention, 1, je m'intéresse à l'histoire du cinéma, 2, j'aime bien Citizen Kane, pour moi c'est un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre incontournable comme on le classe, comme certains le classent systématiquement, mais ça reste pour moi un bon film que je trouve intéressant. Il y a évidemment le fait que j'aime David Fincher, et puis j'aime aussi les biopics, surtout quand il parle de personnages que je connais pas trop. Alors je vais être clair, si vous ne remplissez pas au moins une de ces 4 conditions, mais n'essayez même pas. Parce que vous allez vous y emmerder tragiquement, ça, je vous le dis tout de suite.
Alors au final, je veux dire que voilà, le film parfois est un peu intéressant, de par effectivement son sujet, mais jamais passionnant. Voilà. Par contre, c'est beau. C'est très beau. Ça y est, une certaine critique française vient d'adouber un jeune cinéaste de 58 ans, nommé David Fincher. Oui. Après quelques autres avant lui, Fincher vient d'être reconnu comme un bon cinéaste par Télérama, qui consacre un papier qui date de quelques semaines au metteur en scène, et qui prend parfois la forme d'un mea culpa. Bon, très franchement, après les 30 ans de carrière de Fincher, j'ai le sentiment que voilà, c'est plutôt un aveu d'incompétence notoire, hein, plus qu'un mea culpa, mais bon. Bon, Télérama n'est pas un cas exclusif, loin s'en faut, mais représente bien finalement cette critique, cette certaine critique, hein, je vais mettre des guillemets, qui n'arrive pas à être autre chose que sa propre caricature. C'est-à-dire qu'elle a un rejet mécanique de ce qu'on appellera le cinéma de genre. Je sais que ça exaspère certains, mais ce cinéma de genre, j'entends par là, donc des films bien genrés, pour parler comme aujourd'hui, des westerns, la science-fiction, les films policiers, les films d'horreur, voilà, ce cinéma de genre, entre guillemets, et évidemment l'oppose au cinéma d'auteur, voilà, ce qui veut non plus rien dire, mais bon, pour eux le cinéma d'auteur c'est forcément cinéma dramatique, voilà. C'est encore mieux quand c'est du drame social, mais voilà un petit peu la seule niche qu'ils trouvent grâce à leurs yeux, c'est évidemment le cinéma dramatique, si possible le drame réaliste, si possible contemporain c'est encore mieux, mais voilà, surtout pas tout le reste, hein. C'est quand même extraordinaire, ça voudrait dire qu'en gros, il n'existe pas d'auteur dans les autres genres. Donc pour résumer, mes amis, John Ford, Sergio Leone, Sam Peckinpah, John Carpenter, George Romero, Christopher Nolan, vous êtes des merdes. Ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, de grands metteurs en scène, la plupart d'ailleurs, sont au départ découverts par des revues spécialisées dans ce cinéma de genre. Je pense à des gens comme Mad Movies, Feu Starfix, L'écran fantastique par exemple. Voilà, c'est des gens, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont mieux éduqués, est-ce qu'ils sont plus honnêtes, est-ce qu'ils ont, je sais pas, ils ont les oreilles, les yeux, un cœur qui fonctionne à peu près. Je sais pas, mais ils ont 30 ans avant la critique dont je vous parlais tout à l'heure, cette fameuse critique, ils ont le don, quand même, 30 ans avant les autres, de découvrir des vrais talents, quoi. Alors, ce sont les premiers à avoir évoqué des gens comme Peter Jackson, David Cronenberg, encore plus tôt, encore plus avant, Sam Raimi, par exemple. Et ces trois réalisateurs ont le point commun d'avoir commencé par le cinéma d'horreur, et à tout petit budget. Mais voilà, comme visiblement on doit avoir des gens de talent dans les magazines que je vous ai cités, les gens ont vu qu'il y avait la graine là-dedans, qu'il y avait vraiment un talent prometteur qui risquait d'éclore. Et dans les trois cas, c'est ce qui s'est passé. Petit rappel des faits, hein. Je suis désolé, je suis un vieux qui a de la mémoire, c'est très emmerdant pour certains, mais c'est comme ça. Ces films dont je vous parle, hein, qui sont, alors pour Cronenberg les années 70, mais pour les deux autres plutôt le début des années 80, étaient totalement conchiés et par le reste de la presse mainstream. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, à part ces magazines, tout le monde chiait sur ces films. Voilà. Désolé, ça fait pas plaisir, mais c'est la réalité. J'étais là, je m'en souviens. Autre exemple récent qui m'a particulièrement mis hors de moi, Bong Joon-ho, réalisateur coréen qui a maintenant à peu près, qui tourne d'ailleurs 20 ans de carrière, voilà, que j'ai découvert toujours pareil grâce à ses revues spécialisées, là pour le coup Mad Movies, qui en 2003 disait grand bien de son Memories of Murder, voilà. Alors, il y avait un frémissement quand même dans le reste de la presse, mais pas tellement marqué. Quant à la fameuse critique dont je vous parlais, hein, on va l'appeler la critique bon genre, bah, cette critique-là, effectivement, elle était en embuscade, elle attendait, elle se dit, ouais, mais bon, Memories of Murder, ça reste quand même un polar, donc bon, caca. Bon. Quand en 2006, il fait The Host, le génial The Host, bah c'est pareil, hein. Voilà, les revues spécialisées crient au génie, eux de leur côté, disent ah bah ouais mais bon ça reste un film de monstre hein, quand même, hein, bon, pas terrible. Hein. Voilà. Quand ensuite il fait Snowpiercer, Snowpiercer, ah bah oui mais bon, ouais mais bon, science-fiction quoi, puis c'est tiré d'une BD, donc ça pue caca, voilà. Et enfin en 2019 évidemment,
Parasite arrive. Alors Parasite se retrouve primé partout à peu près, hein, voilà, à Cannes, je ne sais plus s'il a eu le meilleur film, le César du meilleur film étranger, j'ai un doute, mais enfin, il a eu la Palme d'Or à Cannes, il aura même l'Oscar du meilleur film aux États-Unis, ce qui est quand même assez rare. Et on a l'impression qu'effectivement, cette critique bon genre décide de rattraper son retard, ouais, comme vis-à-vis d'un enfant à qui on aurait beau faire de cadeaux de Noël pendant 20 ans, et tout d'un coup on lui donne tout pour se faire pardonner. C'est un peu ça qui me gonfle. Et ce qui est quand même terrible, c'est que Parasite, le film récompensé en l'occurrence, est le moins bon de la carrière du cinéaste. Ça c'est clair. C'est ce que je pense, mais franchement, c'est loin d'être un mauvais film, mais franchement, c'est pour moi son moins bon. Mais bon, l'avantage de Parasite, c'est que c'est un film qui vient prendre par la main le critique, bon genre, et vient lui dire, regarde, je fais un film qui est vraiment ancré dans une réalité, et dans lequel, effectivement, s'exprime la lutte des classes. Regarde, d'un côté, j'ai des pauvres squatteurs, et puis j'ai des riches pas sympas. Là, quand même, j'ai bon dans la catégorie drame, et j'ai bon dans la catégorie drame social. Bah, et ça marche, évidemment, puisque là, clairement, là, on comprend tout bien. Ça me fait quand même hurler de rire, parce que cet aspect social est présent dans absolument tous les films de Bong Joon-ho, mais tous sans exception, parce qu'à chaque fois, ces héros dans ces films sont des gens plutôt démerdards, issus du sous-prolétariat. Donc c'est ce qu'on appelle une œuvre, effectivement, dans la cohérence, quel que soit le genre de film qui la compose, bordel. Et désolé, le dernier Fincher ne fait pas, pour moi, exception à la règle. Il coche effectivement toutes les cases qui vont faire plaisir à cette critique bon genre. Film en noir et blanc, oh, pas moison. Film parlant d'un scénariste pas très connu des années 40, oh, encore mieux. Puis en filigrane, on évoque Citizen Kane, ah, là ils en peuvent plus. Bingo, jackpot. Voilà. Et ce qui est à quand même, une fois de plus, à hurler de rire, c'est que ces critiques, alors ça va de Télérama à Libé en passant par les Arocs, ont toujours mécaniquement reproché au cinéaste son manque de fond. Voilà. La forme était là, mais tu comprends, c'est les films sans fond, c'est pas intéressant, gna gna gna. Et il tombe à genoux, finalement, devant Manque, qui est son film, pour moi, le plus décoratif. Il y a de quoi se taper des barres, quand même. Enfin, ils sont indécrottables. Je pense qu'à un moment donné, c'est... Enfin, bref. Alors, j'espère juste un truc, voilà, parce que je pense que Fincher, quand il a réalisé Manque, est d'une sincérité absolue. C'est un projet qu'il portait depuis une trentaine d'années, puisque son père avait écrit le scénario en 1990, et il a toujours souhaité lui rendre hommage, parce qu'il nous a quittés en 2003, le papa. Il a voulu lui rendre hommage, depuis des années, il y a mis tout son cœur, tout son talent. Bon, pour moi, c'est raté. J'espère juste un truc, voilà, c'est que David Fincher ne va pas devenir chiant, sous prétexte, effectivement, que des incompétents notoires viennent seulement de découvrir son talent. Voilà. Bon, bah sur ce, les amis, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je pense que ma prochaine vidéo n'arrivera qu'en début d'année 2021 et sera consacrée, ce sera un coup d'œil dans le rétro, au film culte Le Dernier Train du Katanga de Jack Cardiff. Voilà. Passez de bonnes fêtes, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et puis à très bientôt. Ciao.